Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Angéline. Ok, Oui. super. Merci. Bah, écoutez, je pense qu'on va démarrer, parce que là, ça se stabilise. On est à 62 personnes connectées. Alors, bienvenue à tous pour ce quatrième séminaire scientifique et technique du réseau ADA-ITSAP. Cette année, il se tient sur 3 matinées, aujourd'hui, lundi et mardi. Et pour ce matin, il sera question de la ressource et de la gestion des défis. Alors, avant de vous représenter un petit peu le programme de la séquence, euh, donc, si vous êtes habitué aux réunions Zoom, voilà, là on est dans une séquence de séminaire, webinaire qui est un petit peu différente. Et donc, notamment en tant que participant, par défaut, vos caméras et vos micros sont coupés. Pour interagir avec les intervenants, vous avez le choix entre le chat, voilà, sur lequel certains d'entre vous ont mis déjà des petits messages, et la rubrique Q&R que vous devez voir en bas de votre écran, questions-réponses, que vous devez utiliser pour poser vos questions à l'écrit aux intervenants. Et les questions seront traitées à la fin de chaque intervention ou au moment des séquences prévues pour les questions-réponses. Euh, voilà, et si besoin, pour préciser, on peut, euh, on peut vous donner la parole, voilà, pour que vous puissiez préciser votre question à l'oral. Euh, ben, Peut-être avant de présenter la séquence de ce matin, je vais donner la parole à Sylvain Lafarge, qui est président de l'ITSAP et qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour. Oui, alors je suis effectivement président de l'ITSAP. Je suis aussi pardon, membre du pôle de compétences ressources pollinisation. Voilà, je suis aussi membre du pôle de compétences stress chimique. Donc, ce qui permet de. Voilà, enfin, je participe à ces deux pôles parce que j'ai une affinité, on va dire, avec les questions de ressources. Alors, en qualité, via le stress chimique, et puis en quantité via la ressource pollinisation, où là, ce matin, ben, on va voir un zoom sur la ressource mellifère liée au châtaignier. Voilà, bah, comme vous savez, les ressources des abeilles sont quand même assez malmenées par le changement climatique. Donc, c'est questionnant pour notre métier d'apiculteur bah voilà, faut qu'on s'adapte à ce changement, des fois, s'apparente vraiment à un dépérissement de la ressource. Donc pour ça, ben voilà, on l'observe. Donc ce qu'on va pouvoir reprendre et conforter ce qu'on a à disposition dans la filière, donc des observatoires de mielés. Vous savez qu'on a déjà des observatoires pour la mielée de lavande, j'en ai eu un pour la mielée de tournesol. On a aussi des infos qui circulent un peu dans le réseau autour de la mielée d'acacia. Et puis quelque chose qui est un peu nouveau, émergent depuis quelques temps, notamment en région Occitanie, donc un observatoire de la mêlée de châtaigniers. Ces observatoires, en fait, une vocation qui répond à deux attentes, enfin, des questionnements scientifiques où on va pouvoir ben, voilà, étudier, suivre l'évolution de la ressource, en lien avec, évidemment, pour le châtaignier, le questionnement autour de l'état sanitaire des peuplements de châtaigniers. Voilà, qui sont importants en France, hein. Je pense que la collègue du CNPF pourra nous le repréciser, mais le châtaignier, c'est la première ou la deuxième espèce forestière de France. Donc vraiment quelque chose qui est dans toutes les régions, qui est emblématique notamment dans certaines JSGP. Je pense à l'IGP, enfin l'AOP Corse, où voilà, le châtaignier est un peu un miel un peu patrimonial. Et puis toujours en lien avec des questions d'observatoire, on aura donc un deuxième temps dans la matinée qui est consacré à toute autre chose que la ressource. Donc quelque chose
une complexité importante dans le métier, donc la gestion du varroa, avec cette question, alors là, qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais pour lesquelles on a la question, pardon, des résistances de varroa aux acaricides ou à la sensibilité. Enfin voilà, on précisera tout ça dans un deuxième temps. Et c'est pareil, donc ça répond à une problématique de terrain des apiculteurs. Et puis, bah, il y a des questionnements un peu plus scientifiques derrière sur comment en vivent ces résistances, les temps de réversion et ainsi de suite. On pourrait là aussi, si avec des ambitions, reprendre dans un observatoire un peu national où on pourrait suivre déjà un peu les niveaux d'infestation varroa et puis les niveaux de résistance de ces varrois au traitement, puisqu'on a des remontées de terrain autour d'échecs thérapeutiques plus ou moins marqués. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut interroger derrière ça et qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme changement dans ces pratiques pour être plus performant et bien tenir ces colonies saines. Voilà pour le petit mot d'introduction. Je pense qu'on va démarrer. Alors, je ne sais pas qui prend la parole derrière. Je pense qu'Élodie va nous le dire. Oui, bah justement, on va rebalayer le programme de la matinée. Euh, Pardon. Donc, on va commencer donc par la séquence sur le châtaignier avec une intervention d'Angéline Huguenin du CNPF euh, sur la santé des châtaigniers. Ensuite, nous aurons Gaëtan Thierry de l'ADA Occitanie qui nous parlera justement de l'Observatoire de la millée de châtaignier qui est piloté là-bas. Et nous terminerons la séquence sur le châtaignier avec Marie Arthuis de la Daora, qui nous parlera de l'évolution des mielés face au changement climatique. Voilà. Et donc, on aura une séquence de questions-réponses à l'issue de chacune de ces trois interventions. Donc, je vous propose de démarrer et je laisse la parole à Angéline pour son intervention. Merci. Du coup, pour le PowerPoint, comment ça se passe? Vous le partagez ou je le partage? Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, ce sera plus simple pour le suivi. Ok. Bon, bah alors, je vais tomber. Ok. Alors, donc déjà merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Euh, je vais vous préciser un petit peu ce qu'est le CNPF. Donc, on est le Centre national de la propriété forestière. Euh, Grosso modo, en France métropolitaine, il y a trois quarts de la surface forestière qui est privée. Euh, Or, les forêts représentent quand même un certain nombre d'enjeux qui sont d'intérêt général. Donc, l'État a décidé de créer le CNPF, qui est un établissement public administratif. Et en fait, nous avons pour vocation par la médiation, par la formation, par la vulgarisation, d'accompagner les propriétaires forestiers pour que ce qu'ils appliquent comme gestion forestière soit bien en cohérence avec la politique nationale dans l'optique d'une gestion durable. Voilà. Donc, moi, je suis au CNPF Pays de la Loire. Alors, forcément, tout ce que je vais dire sera peut-être un petit peu plus coloré de l'état des châtaigniers dans l'Ouest. Et à bien garder présent à l'esprit aussi, moi j'ai un point de vue sur le châtaignier forestier. Vraiment le châtaignier en forêt et je ne peux pas trop vous parler du châtaignier des vergers à la châtaigne. Voilà. Donc on va commencer par parler des origines du châtaignier qui est actuellement présent en France, des usages du bois de châtaignier et puis de l'état de santé du châtaignier. Donc, on peut se poser la question de savoir si le châtaignier est indigène ou pas. Là, vous avez en vert toutes les zones sur lesquelles on a établi qu'il était présent au dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire il y a 20 000 ans. Donc, surtout le pourtour de la mer Noire, en Italie, en Corse, en Espagne. En France, il était déjà présent dans le Pays Basque, les Cévennes, la Dordogne, l'Isère. Donc, c'est vraiment, quand même, j'allais dire, une de nos essences qui est présente depuis le plus longtemps, quoi. Une essence tout à fait indigène.
À l'époque romaine, il était cultivé tout autour du bassin méditerranéen. Et donc voilà, il s'est répandu ensuite vers le nord en France au Moyen Âge, parce que pour les paysans, il était quand même une source très importante d'énergie et il faisait partie des plus gros apports en fait dans l'alimentation pour pouvoir faire de la farine, donc du pain, des bouillies, etc. Ensuite, donc actuellement en France, le châtaignier se retrouve beaucoup dans la moitié sud du pays et au nord-ouest. Il est présent très ponctuellement en Alsace, mais globalement quand même très peu sur le quart nord-est, euh, essentiellement parce qu'il y fait trop froid. Donc le châtaignier forestier, c'est 700 000 hectares de forêt. En France, elle présente la moitié de la surface mondiale en châtaignier bois. Et puis, donc on parlait tout à l'heure de sa place parmi les différentes essences de France. En essence feuillue, c'est la quatrième. Derrière, je pense qu'on a compté les deux chênes séparément, chêne Cécile, chêne pédonculé et le hêtre. Et voilà, le châtaignier arrive juste après, qui est quand même, c'est un rang important et donc c'est une essence qui a beaucoup de poids aussi dans la filière bois. Alors, le châtaignier, ça sert à quoi? C'est un bois d'abord qui est de classe 4. Alors, ça vous parle pas forcément. C'est des classes en fait de résistance à l'eau. Et la classe 4, ça veut dire qu'il est considéré comme imputrescible à l'eau douce. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'en servir en usage extérieur, en terrasse, en bardage. Le seul niveau supérieur qui reste étant la classe 5, c'est les bois qui sont compatibles avec l'eau de mer, donc c'est les bois des bateaux. Euh, donc très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut l'utiliser en extérieur sans le traiter. Alors, en plus, c'est un bois assez dense qui se prête très bien à la fois au sciage et au fendage, donc de façon différente de le découper. Fendage, c'est qu'on va passer par le cœur pour vous voyez bien l'image de quelqu'un qui fend son bois. Et puis le sciage, ça veut dire qu'on va vraiment couper la grume de manière tangentielle. Donc le châtaignier, il a un historique fort comme bois de mine pour pouvoir soutenir les galeries dans l'activité minière. Un historique fort aussi en pour faire des piquets, pour faire les clôtures pour l'élevage. Donc c'est un des usages qu'il a eu beaucoup dans l'Ouest et qui fait que les paysans se sont vraiment saisis de cette essence parce que ça leur permettait de fabriquer leur piquet de clôture. Aussi, faire les poteaux, les ganivelles, donc l'image à droite avec les fleurs. C'est aussi un très bon bois de charpente, c'est aussi un très bon bois de menuiserie et bénisterie. Il peut aussi servir à faire tout ce qui est parquet et lambris, donc intérieur et puis bardage extérieur. Et puis, c'est un bois de chauffage sous réserve d'avoir un foyer fermé, parce que sinon, il fait ce qu'on appelle des escarbilles. C'est-à-dire quand vous laissez un foyer ouvert, il va projeter des petits morceaux qui risquent d'enflammer le tapis. Donc, très bon bois de chauffage, mais avec un impair. Voilà. Donc, en fait, c'est un bois qui est extrêmement polyvalent et qui est vraiment ancré comme ressource matériau depuis plusieurs centaines d'années. Alors, pour ce qui est de l'état de santé du châtaignier, donc le réflexe avant de se préoccuper de l'état de santé d'une naissance, c'est qu'on va voir un petit peu quels sont ses besoins. Donc, d'abord, son rapport à la lumière, c'est une essence de lumière ou de demi-ombre, mais pas d'ombre. Donc, ça veut dire qu'un châtaignier laissé en sous-étage, il va avoir une croissance très faible. Au niveau de la chimie du sol, il a besoin de sols qui sont plutôt acides, pauvres en base et surtout pauvres en calcaire. Parce que le châtaignier est sensible à la chlorose. En fait, les arbres ont besoin un petit peu d'une grande variété de minéraux, mais chacun a son équilibre entre les différents minéraux. Et le châtaignier, comme d'autres essences,
au-delà d'une certaine quantité de calcium, le calcium va bloquer l'absorption d'autres minéraux qui sont également essentiels à l'arbre. Donc, il est ce qu'on appelle calcifuge, c'est-à-dire que là où il y a du calcaire dissous facilement dans le sol, le châtaignier va entrer en carence d'autres minéraux. Donc, sol pauvre en calcaire. Il a besoin de sols qui retiennent moyennement l'eau. En fait, en forêt, l'arbre a besoin d'eau constamment, mais il ne pleut pas constamment. Donc, le sol fait office d'éponge et de stockage d'eau. Donc, vous avez besoin d'un sol qui retient assez l'eau pour la garder, je sais pas moi, 3 jours, une semaine entre deux pluies. Mais faut pas qu'il la retienne trop, parce que s'il la retient trop, il peut y avoir des phénomènes d'asphyxie. Je m'explique. L'arbre ne respire pas par la racine, de la manière que nous, on ne respire pas par notre peau, mais pour autant, les racines de l'arbre ont besoin de respirer, de la même manière que notre peau a besoin de respirer pour pouvoir continuer à remplir ses fonctions. Donc les cellules des racines de l'arbre ont besoin d'oxygène, et quand vous avez un engorgement en eau qui dure, eh ben, l'écosystème du sol puise cet oxygène petit à petit, et vous arrivez à avoir une eau qui stagne, qui est complètement anoxique, dépourvue d'oxygène, et à partir de là, les racines s'asphyxient, et quand les racines s'asphyxient, elles ne peuvent plus faire leur boulot de racine, c'est-à-dire puiser l'eau. Donc ça veut dire que pour les arbres, les essences qui sont sensibles à ça, ils peuvent crever de soif les pieds dans l'eau. Voilà. Et donc clairement, donc le châtaignier est sensible à ça. Euh, il ne supporte pas les températures qui sont trop basses, ni les gelées tardives. Alors, les gelées tardives, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. C'est les petits coups de gel qu'on a en fin d'hiver, donc plutôt autour d'avril, par exemple, quand l'arbre a déjà commencé à débourrer. C'est-à-dire que l'arbre passe l'hiver avec des bourgeons. Les bourgeons, c'est des écailles, c'est la protection de la jeune pousse. La jeune pousse, elle va passer tout l'hiver protégée du froid par le bourgeon. Et au printemps, avec l'augmentation de la durée du jour, et un petit afflux de chaleur, les bourgeons vont s'ouvrir et la jeune pousse toute fragile va être laissée du coup à l'air libre. Et si là, au mois d'avril, vous avez une gelée, ça vous brûle votre jeune pousse. Donc les essences sont plus ou moins sensibles à ça et le châtaignier, lui, il y est sensible. Et au niveau de l'eau, il lui faut une pluviométrie annuelle d'au moins 600 mm. Et 600 mm, mais il faut que ce soit bien réparti dans l'année, parce que le châtaignier va être sensible à alors, ce qu'on appelle le déficit hydrique climatique, c'est-à-dire si tout au long de l'été, de juin à août, vous avez des sécheresses et de la chaleur, soit forte, soit longue. Donc, à quantité d'eau égale dans l'année, le châtaignier se sentira bien mieux dans une zone où les pluies sont bien réparties et où il pleut aussi en été que dans une zone où il pleut 0 mm en été et 600 mm en hiver. Donc, ça fait qu'avec, alors, nonobstant 2024, mais avec les étés chauds et secs des dernières années, le châtaignier, il est très fragilisé, voire dépérissant dans de nombreux secteurs parce qu'il a eu ces problèmes de sécheresse en été. Alors, il y a plusieurs maladies qui ont attaqué le châtaignier ces dernières dizaines d'années. Elles sont toutes importées. Donc, on a vu tout à l'heure que le châtaignier était quand même présent depuis plusieurs millénaires dans notre secteur. Donc, ça fait qu'il avait à peu près coévolué avec les maladies déjà existantes et qu'il s'en était accommodé et qu'il avait réussi à s'en sortir, à se défendre. Mais donc, depuis quelques dizaines d'années, avec la mondialisation, eh ben, il y a des nouveaux pathogènes qui sont apparus en France et qui l'attaquent. Donc, il y a d'abord le chancre du châtaignier, qui est un champignon euh, qui a fait très peur, notamment dans la moitié sud, et qui a décimé assez sévèrement les peuplements de châtaigniers. Mais aujourd'hui, il y a une maladie qui infecte la maladie, donc un virus qui infecte le champignon du chancre et qui fait que le chancre est beaucoup moins virulent. Et avec cette virulence abaissée, le châtaignier a réussi à tirer son épingle du jeu
et la présence du chancre est devenue compatible avec la production de bois d'œuvre de châtaignier. Il y a eu le cynips aussi, qui est un insecte qui ressemble à une petite mouche, qui va pondre dans les pousses de l'année, dans le bourgeon. Et la larve va se développer tout l'hiver dans le bourgeon sans que ce soit détectable. Et puis par contre, au moment du débourrement, c'est-à-dire quand la pousse doit sortir et croître, elle ne se développe pas correctement. Donc vous voyez là les espèces de pompons rouges qui sortent là, en fait ça devrait être des rameaux de l'année avec des feuilles, avec des fleurs, et le développement en est complètement perturbé. Il y a eu un essai de lutte biologique sur le cynips où on a introduit un insecte qui parasite le cynips et ça a l'air pour l'instant de plutôt bien fonctionner. Le parasite, donc notre allié dans la lutte, s'est répandu. Et bon, ce qui est bien aussi, c'est que le cynips, il a un rayon de vol d'à peu près 25 km, donc ça reste restreint. Donc ça veut dire que si on prend des précautions sur la circulation des plants, normalement, il ne doit pas pouvoir s'étendre plus. Mais notre vrai problème aujourd'hui sur l'état de santé du châtaignier, c'est ce qu'on appelle l'encre. Donc on appelle ça l'encre parce que tout simplement quand le châtaignier est infesté, il y a des écoulements noirâtres à la base du tronc. Donc ça ressemble à de l'encre. C'est un oonicette, donc c'est plus considéré comme un champignon parce que ça y ressemble, mais génétiquement, c'en est assez éloigné. On va dire que c'est assimilable à un champignon. Et l'encre se propage de racine en racine par le sol. Ça se conserve très longtemps dans le sol et ça prolifère en sol engorgé. Parce que avec l'eau, ça facilite la circulation. Alors, là où il y a du gel, ça s'arrête avec le gel. Quand le sol gèle, vous voyez bien, le champignon, il ne peut pas se développer, il se conserve moins bien, il se multiplie beaucoup moins. Et donc, le problème, c'est qu'actuellement, les épisodes de gel diminuent en durée et en quantité. Le champignon détruit les racines, donc l'arbre ne peut plus s'approvisionner en eau et en éléments minéraux. Donc, il dépérit de manière assez sévère et assez rapide. C'est une maladie qui sévit surtout en peuplement pur et qui est très importante dans l'Ouest, notamment parce qu'on a un climat doux, historiquement arrosé de manière assez régulière dans l'année. Et donc, c'est des bonnes conditions quand même pour le développement des champignons. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais. Avec les changements du climat, l'encre du châtaignier gagne du terrain parce que, premièrement, le châtaignier est fragilisé par la sécheresse estivale. Donc non seulement il se prend un été sec, il arrive après en hiver à faire face à la maladie alors qu'il est déjà affaibli par la sécheresse. Donc il est plus sensible, il est infecté plus facilement. Ensuite, les pluies, comme elles sont depuis quelques années plus intensément groupé en hiver, et ça veut dire que le sol va être plus engorgé en hiver. Donc, on a vu tout à l'heure que le châtaignier supportait pas bien l'engorgement parce que ça asphyxie ses racines. Donc, hop, deuxième fragilisation du châtaignier, il arrive encore plus sensible. Et en plus, comme c'est engorgé en eau, comme le sol est engorgé en eau, le champignon peut encore plus proliférer. Et puis, les températures hivernales qui sont plus douces ne ralentissent plus le cycle du champignon, alors qu'avant l'hiver, avec le gel, donnait un coup d'arrêt quand même à son développement. Donc voilà, changement climatique quand même très favorable à l'encre et donc très défavorable au châtaignier. Et l'état de santé du châtaignier, c'est aussi une affaire de sylviculture. Alors, je vais essayer de vous expliquer le taillis et la futaie. Il y a beaucoup de peuplements de châtaigniers à l'heure actuelle en France qui sont des taillis. Donc ça veut dire qu'on coupe un arbre et ça rejette de souche. Ouais, ça fait plusieurs arbres qui repoussent sur l'ancienne souche. Et ensuite on recoupe au bout de 15 ans et à nouveau ça repousse. Et ça, on a beaucoup fait ça avec le châtaignier parce que le châtaignier, il a une très très forte croissance juvénile, il est très dynamique et il rejette très bien de souche. Vous avez, selon les essences d'arbres, certains sont capables de le faire plus que d'autres. Et lui, il est très efficace là-dessus. Quand vous le coupez, il va faire des rejets, donc des nouveaux brins. Ça, c'est plutôt le traitement sylvicole historique.
L'autre façon de faire, c'est de dire, bah non, on veut que des arbres issus d'un plant ou d'une graine. Donc, l'arbre pousse, on le laisse pousser longtemps pour avoir un seul tronc à partir de la base, qui va être gros, qui va être haut, et on va le couper à maturité un peu plus tard, vers, je sais pas moi, 60 ans, par exemple. Ça, c'est le régime de la futaie. Et autrefois, pour les usages paysans, on voulait faire du bois de chauffage, on voulait faire des piquets de clôture, et ben le taillis était très bien, parce qu'on passait tous les 10-15 ans de récolter et qu'on n'avait pas besoin de grosses grumes pour mettre dans la cheminée ou pour faire des piquets de clôture. Alors que depuis une cinquantaine d'années, il y a bon, avec le développement des énergies fossiles, avec la déprise de l'élevage, eh bien, il y a eu une politique nationale qui a été de dire, maintenant, c'est plus de petits brins de taillis qu'on a besoin pour satisfaire nos usages en bois, et on va plutôt développer la charpente, la menuiserie, donc on a besoin de troncs qui sont gros et longs, et donc on va plutôt passer sur le régime de la futaie. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Manifestez-vous parce que je ne sais pas si c'est bon. Ouais, ça va? Ok. Et donc, le problème, c'est que en futaie, les cycles de production sont plus longs, puisqu'on attend que l'arbre soit gros et grand, il y en a pour 60 ans, alors qu'en taillis, il y en a que pour 15 ans. Donc, ça veut plus le cycle est long, plus les maladies ont le temps de se déclarer, et plus l'arbre a le temps de se fragiliser. Donc, en fait, parce que c'était pratique, le châtaignier a autrefois été implanté dans des terrains qui n'étaient pas vraiment faits pour lui, mais c'est pas grave, parce que pour les 15 ans de la vie du brun, ça marchait bien, ça suffisait. Parce que je vous ai dit, le châtaignier était quand même très rigoureux dans le jeûnage, et même s'il est dans un terrain qui lui convient pas du tout, vous coupez un châtaignier, vous avez des brins qui repoussent de manière très dynamique et très forte les 10 premières années. C'est comme ça, c'est un sprinter. Il va très vite au départ, même quand il n'a pas tout ce qu'il lui faut, et après, il se fatigue et il dépérit. Et donc tout ça, eh ben, déjà là où il était en limite de ce qu'on appelle de station, c'est-à-dire en limite de confort pour lui, autrefois ça ne se voyait pas parce qu'on le coupait au bout de 15 ans, et aujourd'hui ça se voit beaucoup plus parce que comme on le garde 50-60 ans, eh ben, il a le temps de se fatiguer et de montrer qu'il arrive un petit peu en fin de course. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux phénomènes hein, sur l'état actuel de santé du châtaignier. C'est le fait qu'on lui demande de tenir plus longtemps. Donc là où c'était déjà compliqué pour lui, ben, ça se voit maintenant. Et il y a le fait qu'avec le changement climatique, ben, souvent il fait trop sec pour lui. Et en plus, il y a l'encre qui se développe. Alors, au niveau des perspectives pour le châtaignier, on a vu que l'engorgement pose problème, donc on peut. Le châtaignier n'est pas mort en France ou même dans l'Ouest, mais il faut simplement être plus sélectif sur les endroits où on le met. Il faut éviter l'engorgement donc en sol léger. Ce qu'on appelle les sols légers, ça va être des sols plutôt sableux ou limoneux, alors que les sols argileux sont des sols qui s'engorgent facilement. Donc plutôt en sol léger, plutôt en pente, parce que quand vous avez euh, si vous avez une couche de sol qui est très imperméable à l'intérieur du sol, et bien quand le sol est en pente, la couche elle est en pente aussi. Donc l'eau, au lieu de s'engorger, elle va glisser le long de la pente. Donc il n'y aura pas de problème d'asphyxie. Il faut éviter le déficit hydrique. Donc, ça veut dire que, bah, par exemple, tout bêtement, dans une même région, en versant nord, il y aura moins de déficit hydrique qu'en versant sud, parce qu'on reçoit moins de chaleur et qu'il y a moins de transpiration, et donc l'arbre consomme moins d'eau. Donc, plutôt en versant nord, ou plutôt en fond de vallon pour être dans des situations un petit peu plus fraîches, mais à condition que le fond de vallon ne soit pas engorgé. Il pourrait se développer un peu plus en altitude, parce qu'avec l'augmentation généralisée des températures, bah là, dans les altitudes qui étaient trop froides pour lui auparavant, il pourrait s'installer maintenant. Et puis, il pourrait aussi coloniser un peu les plaines du nord-est si les gelées tardives disparaissent avec le changement climatique. On a quand même un gros problème avec le châtaignier, c'est qu'il lui faut un climat doux assez bien arrosé et que l'encre, qui est son principal ennemi actuel, il lui faut aussi un climat doux assez bien arrosé. Donc ça nous met un petit peu dans l'embarras. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui,
je m'exprime surtout sur l'ouest hein, de la France, le long de l'Atlantique. On a plutôt tendance à changer d'essence quand on est sur des châtaigniers dépérissants, parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution, parce qu'une fois que l'encre est installée, elle peut rester plusieurs années dans le sol et infester systématiquement tous les plants de châtaigniers qu'on pourra y mettre. Donc, une des pistes serait de changer d'essence quelque temps, histoire que l'encre ne trouve plus son hôte et que le sol puisse s'assainir. Et, et oui, voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais préparé. Donc, si vous avez des questions, je vous garantis pas de pouvoir y répondre, mais je peux essayer, donc allez-y. Merci Angéline. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui ont été posées. Euh, Moi, je me demandais, est-ce que parmi les éléments là du châtaignier, est-ce que il peut arriver qu'il y ait des événements qui affectent spécifiquement la floraison sans impacter la santé globale de l'arbre? Euh, Ouais, alors c'est typiquement le cas de la gelée tardive. Je vous ai expliqué donc les gelées du mois et qui arrivent au printemps en fait, typiquement vont affecter les fleurs et provoquer la mortalité des fleurs. Après, sinon, au niveau des maladies, il y avait le cynips qui lui attaque vraiment les pousses de l'année. Donc ça veut dire que s'il y a une attaque une année, eh ben, il va y avoir un déficit de feuilles, il va y avoir un gros coup d'arrêt sur la floraison. Et par contre, ça n'impacte pas enfin, ça impacte faiblement la croissance du châtaignier parce que si l'année suivante il n'y a pas de cynips, il va pouvoir reprendre sa croissance. Enfin, ça ne le tue pas. Ça impacte vraiment les feuilles et les fleurs de l'année. Et ça peut plus spécifiquement effectivement poser des problèmes au niveau de la mielée. d'accord, merci. Nous avons des questions qui arrivent. Première question, est-ce qu'il existe de nouvelles plantations en monoculture ces dernières années? Euh, Écoutez, nous, dans l'Ouest, on a plutôt tendance à fuir le reboisement en châtaignier parce que on préfère pas réinstaller des peuplements pour qu'ils soient à nouveau malades. J'imagine que dans certaines régions, là où par le réchauffement climatique, il y a des nouvelles stations à châtaigniers qui apparaissent parce qu'il fait moins froid, etc. Et ben, il peut y avoir effectivement des propriétaires qui décident de planter en châtaignier. Mais sinon, partout, enfin, franchement, l'encre, ça nous fait tellement peur parce que ça détruit tellement les peuplements que bon, partout où il y a de l'encre, c'est pas sur le châtaignier qu'on est, honnêtement. Hmm. D'accord, merci. Et du coup, justement, sur l'encre, est-ce que c'est une maladie qui peut attaquer d'autres essences? Oui, oui, oui. Elle attaque notamment le chêne, mais on en parle beaucoup sur le châtaignier parce que c'est lui qui est le plus sensible. Et pour vous dire, au-delà de l'encre, le châtaignier, c'est l'essence feuillue qui est vraiment la plus malade actuellement en France. Euh, et notamment beaucoup du fait de l'encre. Donc un petit peu d'attaque sur le chêne, et encore, tous les chênes n'y sont pas sensibles de la même manière. Mais par contre, quand elle s'approche du châtaignier, là, ça fait vraiment un carnage. Voilà. Merci. Alors là, on a le témoignage d'un apiculteur dans le nord de la France, dans les départements du Nord et de l'Aisne, qui observe que depuis 3 ans, il peut y avoir de belles floraisons sur le châtaignier, mais pas de nectar. Est-ce que c'est quelque chose qui a été observé, documenté ou expliqué? Ah non, là, je vous avoue que ça fait pas partie de nos compétences de forestier et on n'a pas de données là-dessus. D'accord. Ben, peut-être avec des intervenants suivants alors. Euh, et toujours au sujet de la floraison, est-ce qu'en général elle est plus dense sur les plantations en taillis ou en futaie? Euh, alors, je connais pas l'âge de la maturité du châtaignier.
Mais je sais qu'il y a une maturité à atteindre pour pouvoir avoir des fleurs. Et en taillis, le concept, c'est quand même de couper les brins tous les 10-15 ans. Donc ça veut dire que proportionnellement, sur 100 ans, vous avez beaucoup moins de temps où l'arbre sera mature par rapport à, je sais pas moi, si vous faites 2 cycles de futaie, vous emmenez 2 fois vos châtaigniers jusqu'à 50 ans, ils seront adultes beaucoup plus longtemps proportionnellement sur l'ensemble du cycle. Donc la futaie me paraît quand même bien plus favorable à la floraison. Sur le long terme, du coup. Ouais, ok. Merci. Alors, on va reprendre encore une ou deux questions. Euh, alors, quand le châtaignier est remplacé dans les forêts, là, pour rompre le cycle de maladies, alors peut-être que ça va être plus dans l'ouest, mais par quelles essences il peut être remplacé? Ou par quel plan il est remplacé, en fait, par les forestiers? Selon les potentialités du sol, ça va être soit des pins, soit des chênes. Quand on peut faire du chêne, on fait du chêne. Quand le sol ne s'y prête pas, qu'on est sur un sol très séchant, très sableux, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que du pin pour garder le couvert forestier. À savoir que remplacer le châtaignier, c'est toujours un gros défi technique, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, quand on coupe, il rejette. Et comme il rejette avec une très forte croissance juvénile, il fait tout de suite de l'ombre. Donc ça veut dire que même un peuplement dépérissant de châtaigniers dont on sait bien qu'on ne pourra pas en faire grand-chose, c'est toujours très compliqué techniquement et donc très cher de pouvoir les remplacer par une autre essence parce que l'autre essence va assez facilement se faire bouffer par le couvert du châtaignier qui va empêcher la lumière d'atteindre les jeunes arbres non rares replantés. Donc tous les propriétaires ne peuvent pas se le permettre. Donc en fait, on a beaucoup de peuplements nous, qu'on appelle considère en impasse sylvicole parce que on ne sait pas ce qu'on peut faire pour les sortir de cette situation de châtaignier dépérissant, puisque même fortement impacté, il continue à défendre sa place. Tout ça pour s'arrêter au bout de 7-8 ans, parce qu'au bout de 7-8 ans, ben, il se rappelle qu'il dépérit. Donc on est un petit peu embêté là-dessus, mais en tout cas, quand on arrive à le remplacer, en général, c'est effectivement soit le chêne, soit le pin, selon le sol. D'accord, très bien, merci. Et alors, dernière question, et puis après, pour les questions qui resteront, on essaiera de répondre à l'écrit dans la suite de la matinée. Est-ce qu'on a une connaissance sur le niveau d'impact des différentes maladies sur la production de nectar? Euh, Moi, non. Je ne sais pas si ces connaissances existent et en tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de vous les donner. Euh, je ne suis pas convaincue que côté recherche forestière, on se soit penché dessus parce que la recherche forestière est quand même guidée par le code forestier et très orientée production de bois. Euh, Après, je crois que s'il y a des réponses, c'est plutôt côté apiculture qu'il faut les trouver. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Angéline. Euh, et on va poursuivre, on va poursuivre la matinée avec Gaëtan Thierry, euh, donc sur l'observatoire de la Mielée de Châtaignier. Oui, bonjour. C'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la nectarification du châtaignier, donc bon, je vais essayer d'y répondre au mieux. Je vais partager mon écran. Alors, je- Ok, donc on est parti. Donc bonjour. Donc déjà, merci de m'avoir laissé l'occasion de venir présenter les travaux de l'Adao Stanis sur l'année de châtaignier en 2024. Donc moi, je m'appelle Gaëtan, je travaille à l'Adao Stanis sur l'adaptation de l'apiculture au changement climatique. Et donc, travailler sur la mielée de châtaignier, ça s'y prêtait assez bien, puisque c'est une des espèces qui souffre le plus dans nos régions du changement climatique. Donc, pour ma présentation, ça tournera à la fois autour de l'observation du châtaignier, donc que ce soit par des techniciens, par des apiculteurs ou même par les balances, et les expérimentations qui ont été engendrées suite à ça. Vous voyez bien mes diapos ou... Oui.
D'accord. La miel de châtaignier, donc en Occitanie, c'est vraiment la miellée phare. En fait, c'est la miellée visitée par 50 à 70% des apiculteurs pro et semi-pro en Occitanie. C'est-à-dire que j'ai des échanges avec des apiculteurs qui me disent, bah moi je transhume jamais, sauf pour aller chercher le châtaignier. Donc on voit que c'est vraiment une ressource très très importante. En tonnage, ça peut représenter jusqu'à 20% de la production de miel de la région, voire plus. Enfin, c'est assez variable selon les années. D'ailleurs, comme on voit en 2018 ou en 2020, qui étaient des très bonnes années, on avait des rendements qui allaient de 12-13 kilos à la ruche, mais qui peuvent être également très faibles. En 2022, on était entre 6 et 7. Mais globalement, ça reste une mielée assez sur laquelle on peut compter. On sait qu'on va pas faire un zéro en règle générale. Donc c'est une mêlée qui débute en général aux alentours du 15 juin, même si ça veut plus dire grand-chose en ce moment avec le changement climatique. Globalement, ça dure une semaine, les mauvaises années, voire moins. J'ai des témoignages qui me disent que ça a pu durer 3-4 jours. Et les bonnes semaines, enfin les bonnes années, ça peut monter à 3 à 4 semaines. Ça se superpositionne souvent avec la mêlée de lavande, en sachant que les années où le châtaignier finit tôt, certains agriculteurs arrivent à aller chercher la lavande sur les cycles les plus tardifs. Et on peut enchaîner avec le tournesol. Mais pareil, il y a des cas où quand le châtaignier dure trop longtemps, on loupe le début de l'année de tournesol. Donc voilà, ça demande une adaptation de son parcours de transhumance. C'est une mêlée qui est souvent qualifiée de mêlée intense au début et qui va se calmer par la suite. Donc voilà, donc pour vous parler rapidement du châtaignier, donc là je vais passer vite fait là-dessus parce que ça a déjà bien été décrit sur la présentation d'avant. Donc le châtaignier atteint son âge adulte à partir de 20 ans, qui préfère les sols profonds, bien drainés et acides. Bon, les jeunes arbres sont en général assez sensibles au gel et à la sécheresse pour leur développement, mais une fois passé l'âge adulte, normalement il n'y a plus trop de problèmes. Et ce qui va impacter globalement, c'est les bourgeons au moment du gel qui sont assez sensibles aux bourgeons floraux. C'est également un arbre qui est sensible aux fortes chaleurs, donc passé 30 degrés Celsius, la photosynthèse s'arrête. Et c'est un arbre également qui a besoin d'eau à l'automne pour faire ses réserves, pour relancer l'activité de photosynthèse avant la perte de ses feuilles. Euh, et pour ce qui est de la floraison, donc là en fait, il y avait beaucoup de questions sur la nectarification du châtaignier. Donc on va commencer par la floraison. Il faut savoir qu'elle se fait en 3 temps. Donc d'abord on a une floraison des chatons mâles qui prodiguent à la fois du nectar et du pollen. Puis on a une floraison des fleurs femelles qui là pour le coup ne produisent ni nectar ni pollen. Et enfin des chatons hermaphrodites qui produisent du nectar. Euh, alors ce mécanisme-là, il est bien pour les abeilles, puisque du coup, elles vont chercher des ressources sur les chatons mâles. Mais il faut savoir qu'avec ce mécanisme, elles vont pas aller sur les fleurs femelles, et donc elles ne vont pas du tout féconder, elles ne vont pas jouer un rôle dans la fécondation du châtaignier. Il faut savoir que pendant longtemps, on a cru que le châtaignier était principalement fécondé par le vent. Finalement, il y a différentes études scientifiques qui ont prouvé que justement, la pollinisation était plutôt assurée par des insectes, mais pas les abeilles en l'occurrence, mais plutôt des coléoptères et des diptères, qui eux ne vont pas avoir la faculté de voler que sur les chatons mâles et vont donc polliniser également les fleurs femelles en se déplaçant sur le châtaignier. Donc voilà. Donc pour orienter nos travaux, pour lancer l'observatoire, on a d'abord voulu savoir un peu ce que pensaient les apiculteurs de la mielée, quels étaient les facteurs qui favorisaient un peu justement cette mielée. Donc ils étaient au nombre de 4. Donc il y avait les versants, l'altitude, le type de sol et également la météo forcément. À savoir qu'en Occitanie, pas forcément dans les autres régions de France, mais on joue beaucoup sur l'altitude. Donc dans les Cévennes, dans le Languedoc, dans les Pyrénées, on est sur des massifs avec un châtaignier qui peut se trouver à 200 mètres comme à 800, 900, 1000 mètres. Donc ça permet de varier un peu les paramètres de la niellée. Donc voilà, pour l'altitude, donc il y a différents Alors, il y a différents témoignages qu'on a recueillis, donc notamment que l'altitude idéale serait entre 600 et 800 mètres. C'est des témoignages, hein, c'est absolument pas quelque chose une vérité générale. Également que ceux qui produisent du miel de châtaignier en dessous de 250 mètres ont des faibles rendements, et qu'enfin, en dessous de 500 mètres, on perd 1 à 2 semaines de mielée. Donc justement, là,
une impression par les apiculteurs que il faut monter en altitude pour avoir une meilleure mielée. Au niveau des versants, du coup, forcément, ça va jouer également. Donc, pour certains, les versants nord, enfin, ils préfèrent les versants nord parce que les versants sud sont trop secs et que donc on voit que dans certaines zones, les versants qui sont exposés au nord contiennent plus de châtaigniers. D'autres vont te dire que je préfère les versants est car ils sont exposés plus tôt et le soleil est moins brûlant l'après-midi que sur les versants ouest. Et enfin, donc là, c'est propre à l'Occitanie, mais que les versants méditerranéens mielleraient mieux et donneraient un châtaignier plus pur que les versants atlantiques. Cette question de pureté du châtaignier, ça revient aussi quand même assez souvent sur certaines années, des apiculteurs qui nous disent qui pensaient produire du miel de châtaignier pur, et au final, c'est pollué, enfin pollué, tout est relatif, mais on a de la ronce ou d'autres espèces dedans qui peuvent un peu perturber la typicité du miel. Pour ce qui est du type de sol, donc là on entend encore une fois tout et son contraire, donc c'est-à-dire que les meilleurs sols sont ceux qui sont profonds, acides et noirs. Cette notion de profondeur de sol, on la retrouve assez souvent, mais que du coup ce qui correspondrait le mieux, ce serait plutôt sur des roches mères du schiste. À l'inverse, on voit qu'il y a beaucoup plus de châtaigniers sur les schistes que sur les granites pour certains autres apiculteurs. Donc voilà, c'est vraiment des observations. Et enfin, pour ce qui est assez important et ce sur quoi on a voulu mettre l'accent, c'est la météo. Alors, il y a un apiculteur qui nous a dit que la pluviosité au printemps est importante. S'il n'y a pas de pluie, la mielée sera moins bonne. Mais c'est toutefois moins déterminant que pour d'autres mielés, car le châtaignier a des racines profondes, comparé à d'autres cultures comme la lavande ou le tournesol, qui ont moins cette inertie au niveau du stress hydrique. Et également que trop d'humidité ou des orages au mois d'août pourraient favoriser le développement de maladies sur les feuilles, ce qui aurait une influence négative sur le développement des bourgeons et sur la quantité de fleurs l'année suivante. Alors je pense que vous l'avez vu, du coup, on entend un peu tout et son contraire, donc c'est un peu difficile de savoir comment se placer. Et c'est surtout en fait, je pense que vous l'aurez compris, on manque de données scientifiques sur la nectarification et la floraison du châtaignier. Tout ça, c'est probablement dû au fait que longtemps on a cru que la pollinisation était assurée uniquement par le vent, et même le fait que, comment dire, l'abeille ne joue pas de rôle dans la pollinisation. Ça explique aussi qu'on va pas forcément, comme l'abeille ne joue pas sur l'impact sur les rendements en châtaignier, il n'y a pas forcément d'études qui sont faites derrière. Il n'y a pas forcément d'intérêt économique, sauf pour la filière apicole. Et donc c'est pour ça que on a à la Occitanie, on a voulu travailler justement sur cette mielée de châtaignier pour comprendre un peu ses rendements en dents de scie, pour voir quelle évolution il y aura avec le changement climatique, etc., etc. Alors voilà. Donc je vais vous parler rapidement du protocole. Donc c'est un protocole assez basique basé sur les observatoires tournesol et lavande. Donc pour l'année 2024, on a commencé petit. Bon après petit, tout est relatif, mais on a sélectionné deux zones qui sont très très productives en miel de châtaignier, assez symboliques. Donc les Cévennes et le Haut-Languedoc. Donc sur les 7 ruchers, il y en avait 3 dans les Cévennes et 4 dans le Haut-Languedoc. À chaque fois, on avait 5 ruches par rucher qui étaient équipées de balances optiques. Et à chaque fois, on a mis une station météo, puisque ce qui nous intéressait aussi très fortement, c'était les conditions météo pendant la mielée, notamment température, humidité et autres, qui jouaient là-dessus. Pour discriminer un peu les ruches les unes aux autres et comprendre un peu mieux les prises de poids, à chaque fois, on a réalisé un comptage varrois et une évaluation de couvain. En sachant que on a des cas où on a des ruches qui étaient très belles, mais truffées de varrois et qui du coup ont une mielée pourris, enfin qui ont fait zéro. Donc voilà, je rappelle que c'est toujours quelque chose auquel il faut faire attention. Ce qu'on souhaite faire en 2025, pour étayer un peu le protocole, c'est peser les corps et les os en début et fin de millet. Donc peser de manière séparée pour avoir un peu un indice sur la quantité de miel stocké dans les corps et également dans les os. Donc voilà. Et donc là, je vais vous présenter un peu le déroulement de la campagne de 2024 sous différents angles. D'abord sous l'angle des floraisons. Alors, en fait, ce qu'on a voulu mettre en place également, c'était un bulletin de floraison hebdomadaire auprès de nos adhérents. Alors, pourquoi ce bulletin de floraison? Bah, cette année, en plus, c'est avéré vraiment utile puisque on était sur une année vraiment beaucoup plus tardive sur la mielée, c'est-à-dire que les floraisons sont arrivées beaucoup plus tard.
Et le fait d'avoir ces bulletins de floraison pour les apiculteurs, bah, ça leur a permis de voir que bah, ils n'étaient pas tout seuls, en fait, que les châtaigniers étaient tardifs un peu partout. Alors, dans ces bulletins, il y avait aussi des conseils sur la millet, il y avait également un bulletin météo. Donc, c'était assez varié. Donc, il y avait une trentaine d'apiculteurs impliqués dans ce dispositif. Donc, ils nous envoyaient en fait des photos de châtaigniers de leur rucher. Donc, c'était vachement très, très fédérateur. Et voilà, donc ce sera sûrement reproduit l'année prochaine. Au niveau des dates de floraison également. Donc, les balances nous ont permis de voir. Enfin, quand je parle de date de floraison, c'est plutôt de date de début de mielée, en sachant que c'est pas parce que les châtaigniers commencent à fleurir qu'on va avoir des rentrées de nectar. Il y a souvent un décalage de 2, 3 jours. Donc, ce qu'on a vu, c'est que pour cette année, on a eu des mielés en Occitanie qui ont commencé entre le 17 et le 27 juin 2024, selon l'altitude. Et donc, j'en parlais, mais c'est vraiment ce paramètre de l'altitude, il est vraiment déterminant sur la mielée, en sachant que on a un décalage de 1 jour du début de la mielée quand on monte de 80 mètres d'altitude. C'est-à-dire que si on a deux ruchers espacés de 400 mètres d'altitude, on aura un décalage de mielée de 5 jours entre le rucher le plus bas et le rucher le plus haut. Donc voilà, donc ça demande quand même à être étayé. On a besoin de plus de données parce que on voit une corrélation là-dessus, mais elle est pas encore assez. Enfin, c'est mieux d'avoir plus de données et donc d'étendre le protocole d'observatoire. Et enfin, moi, je voulais montrer ce cas d'un apiculteur. Je vais vous expliquer la courbe après, mais qui nous disait que il était assez déçu de sa mielée parce que il n'avait pas eu de gel tardif qui a peu influé la floraison. Il avait eu des pluies et il y avait des châtaigniers qui semblaient vraiment en bonne santé et avec énormément de fleurs. Et alors, pour cette ruche, c'est pas représentatif de son rucher parce que, en fait, il a mis les balances sur ses meilleures ruches. Donc là, il a un assez bon rendement, donc de 20 kilos par jour. 20 kilos au total, pardon. Mais il s'attendait à plus. Et donc là, en fait, quand on croise les données météo aux données de prise de poids, ce qu'on va voir, c'est que effectivement, on peut comprendre ce ressenti. Là, par exemple, donc si vous regardez le 1, on a le début de la mêlée aux alentours du 17 juin, qui va être interrompu au bout de 4 jours par un phénomène de pluie. Donc c'est des pluies fines, mais quand même, on voit que ces pluies vont faire baisser la température extérieure et que la mielée ne va pas redémarrer pendant 4 jours. Voire même, en fait, l'apiculteur va perdre du poids puisqu'on est sur des ruches qui sont très populeuses. Donc en mielée, on est à 60, 80, 100 000 abeilles, donc ça mange. Il faut des rentrées nectar et là, elles n'étaient pas présentes, donc on perd du poids. La mielée va reprendre après. Mais c'est d'ailleurs le pic de la mielée, puisqu'on voit qu'il y a des rentrées à 2,5 kg par jour. Donc quand on voit ça, on comprend que l'apiculteur s'attendait à avoir des très bons résultats, puisque s'il avait des rendements comme ça tous les jours, bah, ça aurait été une super mielée. Sauf qu'encore une fois, il s'est pris un stop avec un deuxième épisode pluvieux, qui cette fois va stopper la mielée pendant 6 jours. C'est un apiculteur qui est à 250 mètres d'altitude, donc c'est pas si haut que ça. Et pourtant, les températures restaient assez fraîches, entre 20 et 25 degrés. Donc ça va encore une fois un peu paralyser la mêlée. Et un troisième épisode pluvieux qui va finalement arriver aux alentours du 6 juillet. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la pluie ne va laver les fleurs, mais ne va la stopper que pendant une journée. Et la mielée va reprendre directement après. Et ça, en fait, on voit que c'est en partie dû aux températures qui sont supérieures à 30 degrés. Et donc voilà, en fait, on voit qu'il y a un lien entre température, humidité, pluviométrie et la mielée. Et donc, on a voulu un peu travailler sur ces données. Et ça tombe bien justement parce qu'en fait, à la Occitanie, on a à disposition un réseau de balance. Alors, on a quand même un petit peu de données puisque en fait, ce réseau de balance, donc on prête en général des balances aux adhérents et eux les amènent sur une mêlée. Et nous, on récupère les données en échange. Et en fait, on a 9 années de recul sur la mêlée de châtaignier. Alors, ça peut clairement Gaëtan, être. Oui, Gaëtan, excuse-moi. d'accord. Et si on te laisse 5 minutes pour terminer, là, c'est Ah, c'est jouable nickel. pour Oui, toi? oui, Ouais, ok. on est dans les temps. Super. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, ces balances, oui, je reprends mes esprits. On récupère à peu près on a réussi à récupérer 1053 données de prise de poids journalière au moment de la de châtaignier. On a pu faire des liens avec les données de température et d'humidité. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet de sortir différents graphiques. Donc déjà, les graphiques sur la température maximale journalière. Donc, on s'est rendu compte que en dessous de 20 degrés, on perd du poids.
Et à l'inverse, on a une température optimale comprise entre 32 et 35 degrés Celsius. On a aussi beaucoup dit, quand on a fait nos enquêtes auprès des apiculteurs, que l'écart de température jour-nuit pouvait avoir un impact sur la nectarification. Alors, ça s'est en partie vu avec ce graphique. On voit que les prises de poids sont plus importantes quand on dépasse les 10 degrés Celsius. Encore une fois, ça pourrait être un peu intéressant d'avoir encore plus de données, parce que même si ça peut sembler beaucoup, 1000 données, ça reste quand même assez faible pour ce genre de statistiques. Et pour l'humidité, donc on a les humidités minimales et maximales. On n'a pas l'humidité moyenne, mais on fera avec. Euh, donc, on a une humidité minimale optimale qui est comprise entre 35 et 45%, et une humidité maximale optimale comprise entre 65 et 75%. Alors pour l'humidité maximale optimale, c'est moins net. Mais, euh, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que bah, plus l'humidité est élevée et moins la mielée va être performante. Sauf pour l'humidité maximale, où là, pour le coup, c'est l'humidité optimale, c'est entre 75 et 75%. Et enfin, donc pour ce qui est des perspectives de cet observatoire, donc j'arrive, je conclus. En 2025, donc en fait, on souhaite développer cet observatoire à différentes régions. Donc au sein de l'Occitanie, on veut également couvrir la zone de l'Ariège et des Pyrénées. On veut également aller en Dordogne avec un partenariat avec la DANA, en Auvergne-Rhône-Alpes avec la DAORA et également à la région entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Et enfin, donc l'objectif final de cet observatoire, c'est un peu proposer un outil d'aide à la décision aux apiculteurs grâce à une plateforme en fait de visualisation de prise de poids des ruches à différents endroits en Occitanie et dans d'autres régions. Donc voilà, donc pour conclure, donc il existe beaucoup d'hypothèses sur les conditions idéales pour la mielée de châtaignier. Mais comme je le disais, il y en a peu qui s'avèrent étayés scientifiquement avec des publications scientifiques derrière. On manque vraiment de données sur la nectarification du châtaignier. Donc c'est pour cette raison que le réseau des ADA s'est emparé de cette thématique via un observatoire bah, d'abord régional, mais qu'on souhaite étendre à d'autres régions. Et enfin, donc pour ce qui est des données de température et d'humidité optimale, donc ça a été étudié, mais ça mérite d'être étayé avec plus d'années d'observation. On voit qu'il y a des tendances qui se dessinent, mais on peut aller plus loin. Et on peut également aller plus loin pour les années suivantes avec la mise en place d'une plateforme de visualisation, pardon, de prise de poids des balances selon différents ruchers. Voilà, voilà. Merci beaucoup Gaëtan pour cette intervention très riche. Alors, il y a déjà des questions qui sont arrivées. Euh, alors c'était sur une de tes premières diapos, Ouais, je crois, où on voyait des rendements. Il y a quelqu'un qui nous oui, demande d'où viennent ces chiffres parce que ça paraît inférieur ouais, au ressenti terrain, notamment dans les Cévennes. je suis d'accord. Ça vient de l'enquête production. L'enquête production mise en place par le réseau des ADA. Donc ça, c'est à l'échelle de l'Occitanie. Pour ce qui est de 2024, par exemple, on a eu 110 répondants. Donc sur les 110, tous ne sont pas forcément allés sur Châtaignier, mais on doit être aux alentours de 80 apiculteurs qui ont répondu. Donc oui, on est aux alentours de 10, 11. Je pourrais pas m'engager là-dessus parce que c'est pas moi qui me charge de l'enquête production. Quand on regarde sur les apiculteurs qui participent à l'observatoire, on est plutôt aux alentours de 15 kg à la ruche, je dirais. Mais après, on a aussi sélectionné des apiculteurs qui ont bah, 5, 10, 15 ans, 20 ans, 40 ans de technique, donc qui travaillent vraiment bien. Donc voilà, c'est représentatif de la région. Je sais pas si ça répond à la question. Bon, en tout cas, c'est un élément de réponse. Merci. Mm. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que dans ces observations, dans l'observatoire, le type d'abeille a été pris en compte d'une manière ou On d'une note la autre? génétique. On note la génétique, mais c'est compliqué
à suivre. Et si c'est par rapport si on travaille en abeille noire, en bugfast ou autre, c'est quasiment que de la bugfast. En sachant que Ok. si on étend l'observatoire à d'autres régions, ça sera, par exemple, si on va dans les Pyrénées ou en Ariège, ce sera plutôt de la Carnica. Oui, c'est ça. Parce que les apiculteurs là-bas travaillent plus avec ce genre d'abeilles. Alors, une autre question. Dans l'observatoire, ne faudrait-il pas prendre en compte la préparation des colonies en amont pour Si, optimiser la mielée? on note l'itinéraire technique des colonies, en sachant que le problème des observatoires, c'est il faut pas plus on va prendre en compte de paramètres différents et moins ça va être étayé scientifiquement, enfin statistiquement, pardon. Et donc c'est toujours un juste milieu à trouver parce qu'on peut des paramètres sur ces colonies qui diffèrent des ruches les unes aux autres, on peut en trouver des tas, hein. Il y a la génétique, il y a leur parcours de transhumance avant, il y a le nombre de crèmes de couvain qui ont été prélevées, il y a les traitements varrois, il y a la charge en varrois, il y a le nombre d'abeilles, il y a enfin, bref, on peut, des paramètres sur ces colonies, on peut en trouver des tas et des tas. Et, d'où déjà l'intérêt d'avoir plus de ruches équipées de balance, plus de données pour gommer cette variabilité. Mais, il y a un moment, on peut pas non plus prendre en compte tous les paramètres. Pour l'instant, ils sont enregistrés, mais ça en fait pas des variables Exactement. d'explication. Oui, oui, en fait, on fait un entretien avec tous les apiculteurs qui participent à l'observatoire pour justement noter. Ce que j'ai pas cité, c'est qu'on travaille aussi sur la typicité du miel, c'est-à-dire qu'on envoie les échantillons des ruches en analyse pour avoir une indication à la fois sur la quantité de châtaigniers, parce qu'il y a des années où des apiculteurs qui vont être sur des ruchers à châtaigniers ne vont pas du tout produire du miel, et également avoir une indication sur la quantité de miela. Ça, c'est un truc qui revient de plus en plus, notamment en Occitanie, où les apiculteurs ont l'impression d'avoir du miela dans leur miel. Et donc ça se détecte aux analyses avec la quantimétrie. Voilà. D'accord, ok. Alors, nous avons une question. Est-ce que il y a aussi des observations qui sont faites directement sur les plantations de châtaigniers en parallèle de l'observation de la mielée, donc des paramètres des arbres, quoi, hein, la santé, les nombres d'arbres, etc. Ça, c'est au ressenti de l'apiculteur. Et c'est là-dessus où c'est un peu compliqué à juger. C'est un peu une des limites, je dirais. Donc, on demande à l'apiculteur comment il voit les châtaigniers autour de son rucher. Donc, il va nous dire si, d'une année à l'autre, s'il a du recul sur son rucher, s'il va trouver qu'il y a plus ou moins de densité de fleurs. Après, pour ce qui est des maladies, par exemple, on en a pas mal parlé avant, on va leur poser la question, mais l'apiculteur, enfin, moi-même, n'est pas forcément qualifié pour reconnaître un châtaignier plus ou moins malade. Donc, c'est un peu un problème, en sachant qu'on travaille avec l'application BG aussi, qui permet de quantifier la densité de châtaigniers autour d'un rucher. Donc BG est une application développée par l'INSAP qui est vraiment très pratique pour ça. Ok. Super. Et alors, pour revenir un petit peu sur justement la typicité des miels, Ouais. est-ce que vous avez fait des observations quant à la présence de miela dans le miel de châtaignier dans certaines circonstances, en fonction de l'altitude, la région, le type de sol? Mais justement, on est encore à la première année d'études et on n'a même pas encore reçu les résultats des analyses. Donc c'est un peu aussi ce qui a motivé au final le lancement de cet observatoire, c'est-à-dire comprendre la dynamique de production de miela. En sachant que, encore une fois, dans la littérature scientifique, j'ai passé des journées à essayer de trouver des publications sur le Miela et on n'a rien, quoi. C'est assez affligeant. Sur le Miela, sur le sapin, c'est très documenté, mais sur châtaignier, on connaît les pucerons qui sont dessus, mais ça s'arrête là. Mhm. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a lancé l'observatoire. D'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir du miela de d'autres plantes que de châtaignier? Bien sûr. Oui, oui, si on est en milieu forestier, les pucerons, ils sont sur d'autres arbres, hein. Si on fait euh, comment dire? Enfin, je saurais pas plus étayer ça, mais quand on est dans un rucher à châtaignier, il y a des pucerons qui sont sur d'autres.
d'autres espèces florales. Et d'ailleurs, si le châtaignier ne donne pas, les abeilles vont se rabattre sur le lilas, ça c'est sûr. D'accord. Alors, bah, on est allé au bout des questions. Alors, à moins qu'il y en ait une qui arrive là, comme ça, à la volée. Je- on va pouvoir passer, ben merci Gaëtan, on va pouvoir passer à Avec plaisir. l'intervention de Marie. Bonjour, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air d'être Parfaitement. bon, super. Alors oui, je suis Marie Arthuis, je suis chargée de communication à l'Adaora. Aujourd'hui, je vais moins rentrer dans le détail de la mielée de châtaignier que mes collègues précédents, que je remercie d'ailleurs pour leurs interventions. Moi, je vais vous inviter à en découvrir plus, mais grâce à un guide que nous venons de publier à la Daora sur le changement climatique et les impacts des mielés. Donc, il s'appelle Retour sur les mielés du futur, mieux comprendre le changement climatique pour adapter ses pratiques. Ce guide, c'est principalement le fruit du travail de Manon Philippe, qui est technicienne à la Daora, mais qui n'a pas pu être là ce matin, et elle s'excuse. Elle s'est concentrée sur trois mielés principales d'Auvergne-Rhône-Alpes, le colza, la lavande et donc le châtaignier. Elle a travaillé donc pendant plusieurs mois avec les filières végétales et leurs projections pour donner une vision vraiment complète du futur de ces cultures, ou du moins la plus complète possible, sur les paysages de l'Auvergne-Rhône-Alpes principalement. Et elle a approfondi toutes ces données grâce à des témoignages d'apiculteurs et d'apicultrices qui ont fait part de leur regard face à l'évolution du climat, des mielés, voilà, face à leur ressenti. Alors du coup, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce guide? Ce guide, voilà, depuis plusieurs années maintenant, le changement climatique n'est plus un mot, il est dans notre quotidien. Les pratiques apicoles, forcément, n'y échappent pas. La production de nectar est perturbée, on en parlait tout de suite. Les plantes subissent des stress et en retour, bah, les colonies peuvent être en danger. Donc les pratiques sont déjà en train de changer. Les apiculteurs évoluent aussi déjà là-dessus sur leurs pratiques. Les transhumances, les balances connectées, on en parlait, le nourrissement cette année notamment, et plein d'autres choses, la sélection d'abeilles aussi plus résiliente. Donc bien qu'on connaisse un peu mieux la biologie des abeilles, on a besoin maintenant de mieux connaître, d'être plus informé finalement sur le fonctionnement des plantes et leurs réactions aux changements qui arrivent et qui sont présents déjà. Au niveau national et mais aussi au niveau local surtout. Donc c'est tout l'enjeu de ce guide technique. Ce guide technique, il a une grande particularité, c'est qu'en fait on l'a constitué autour de trois chapitres indépendants, donc qui peuvent se lire de manière indépendante, mais qui peuvent aussi se lire tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a un premier chapitre sur les mielés du futur, donc le colza, la lavande et le châtaignier. Donc on décrit le fonctionnement de ces trois végétaux, les changements qu'ils subissent aujourd'hui, donc une grande partie des données, notamment sur le châtaignier qui viennent d'être précisées juste avant. Et puis ensuite, on a deux autres chapitres. Un chapitre sur le changement climatique en lui-même, ses phénomènes, ses causes, ses impacts au niveau mondial, mais aussi au niveau régional, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, un troisième chapitre sur la physiologie des végétaux. Donc vraiment leurs besoins liés à leur environnement, évidemment, le stress qu'ils subissent, mais aussi leur stratégie de lutte. Donc on y voit pour trois types de plantes très différentes, allant de l'arbre à la plante. Ce guide donc est 3 en 1, mais il offre plusieurs chemins de lecture. Ce que je vous disais au début, il est pensé avec des renvois. C'est-à-dire que lors de notre lecture, on peut à tout moment approfondir un aspect, un mécanisme du changement climatique, par exemple, ou l'activité spécifique d'une plante en particulier, grâce à des encarts et des renvois. Donc c'est une lecture qui peut se faire en chapitre ou vraiment en petits aspects, donc pour vraiment approfondir. Ce travail, il offre aussi de nouvelles perspectives. On ne reste pas uniquement dans le constat, car il présente des actions mises en place par des apiculteurs et